Je disais, on est la première génération à vivre, à grandir avec Internet, la première génération à être majoritairement urbaine. On est aussi la première génération qui arrive à la fin de la transition démographique. Parce qu'aujourd'hui, la compréhension, l'éducation dans le monde dans lequel on vit, dans lequel nos enfants vont vivre, est particulièrement complexe. Et il est essentiel de développer la toolbox, qui soit une boîte à outils évolutive, qui permette aujourd'hui d'adresser les problèmes qui sont globaux, qui sont mondiaux. Et ensuite, il y a eu des nouveaux supports qu'on a cru qui étaient révolutionnaires et qui finalement, 15 ans après leur existence, enfin 15 ans après leur commercialisation, ils paraissent dépassés. Je pense notamment au DVD. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Afrique, c'est déjà un peu le cas. Par exemple, il y a Hackers Africa, qui est une communauté qui regroupe plus de 1500 journalistes africains qui aujourd'hui sont en train de faire un travail de terrain. Je tiens à vous exprimer ma fierté d'avoir des jeunes de votre calibre. Je suis vraiment épatée. Je suis fière que vous soyez marocain. D'abord, vous féliciter, c'est vraiment du fond du cœur, c'est pas par politesse, pour la clarté de votre exposé. Donc la thématique du jour, ce sera la prospective Afrique et Maroc. Si vous avez jeté un œil au programme, vous avez sans doute dû remarquer qu'il y a plein de sujets, des sujets assez différents. On a chacun des expériences professionnelles, académiques assez diverses. Mais le premier point commun, c'est qu'on a tous entre 18 et 30 ans. Enfin, entre 28 et 30 ans. Un peu plus âgé que ça. Et si vous regardez l'âge médian au Maroc aujourd'hui est de 28 ans. Donc on est assez représentatif de ce qu'est le Marocain moyen aujourd'hui. Et par bien des aspects, c'est une génération qui est assez unique dans l'histoire du Maroc. C'est d'abord la première génération qui a grandi avec l'Internet, c'est la première génération connectée. Et donc notre rapport à l'engagement politique, à l'engagement associatif, social, ne passe plus par les structures traditionnelles, ne passe plus par les partis, les syndicats, mais de plus en plus par les réseaux sociaux, par l'Internet. Et donc ce sera l'objet de la première intervention de cette semaine, qui va vous introduire au concept de la Civic Tech, qui est un nouveau concept qui va vous permettre de réfléchir à la manière dont l'Internet, les réseaux sociaux changent notre rapport à la politique et à l'engagement. Le deuxième aspect par lequel notre génération est assez unique, c'est que c'est la première génération dans l'histoire du Maroc qui est majoritairement urbaine. Les générations d'avant étaient essentiellement nées dans les campagnes, dans le monde rural, et globalement notre génération est la première au Maroc qui était à plus de 50% née dans les villes. Qu'est-ce que ça implique pour le Maroc d'aujourd'hui? Énormément de choses. Les enjeux urbains sont gigantesques au Maroc, d'autant plus que nous sommes, au Maroc et en Afrique, la première région du monde à s'urbaniser sans s'industrialiser. Dans l'histoire économique, dans l'histoire de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie, ces régions se sont industrialisées. Le développement urbain s'est fait autour de politiques étatiques liées à l'industrialisation. Et aujourd'hui, l'État est submergé en Afrique et au Maroc par les demandes de la croissance urbaine, ce qui crée de nouveaux espaces pour les acteurs associatifs, pour les acteurs de la société civile, de s'emparer de la question de l'aménagement. Et ce sera donc le sujet de la deuxième intervention par Halima, qui va traiter de la place de la société civile dans l'aménagement du territoire et dans l'urbanisme. Enfin, on va avoir un interlude, quelque chose qui sera un peu différent des deux précédentes interventions, avec Samir, qui a développé un nouvel outil qui permet de collecter des données sur Internet, qui ont trait au Maroc, sur Twitter, sur Wikipédia, et qui va un peu illustrer les capacités que nous, à l'intérieur de Minbar, nous voulons développer pour créer du contenu, créer de la connaissance sur le Maroc, et donc ce sera l'objet de son intervention. Enfin, je vais conclure avec la dernière intervention. Donc, je disais, on est la première génération à vivre, à grandir avec Internet, la première génération à être majoritairement urbaine. On est aussi la première génération qui arrive à la fin de la transition démographique. Ce sera la première génération qui va avoir en moyenne 2,5 enfants, quand la génération de nos parents avait en moyenne 4 enfants. On est la première génération qui va vivre dans un pays qui vieillit très vite. Et ça va poser des enjeux pour la croissance économique nouveaux que je vais essayer de traiter dans la dernière intervention. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Atman qui va nous parler et nous introduire au concept de la Civic Tech. Merci beaucoup, Tara. Donc, en effet, la première présentation sera sur la Civic Tech et le Civic Media. Très rapidement, je vais vous introduire l'agenda de ma présentation.
qui commence en fait par l'âge de l'information. Donc l'intérêt, c'est de contextualiser pourquoi on parle de tech et de médias, introduire aussi ces concepts-là, expliciter où se place Milbat. Comme vous l'avez vu en interlude, j'ai très peu explicité ce que c'était, parce que ça fait partie de cette présentation. Et ensuite, de dire ce qui aujourd'hui est déjà fait en Afrique, parce que ça paraît comme des choses un peu lunaires, voire même fictionnelles, mais en fait, il y a déjà des choses qui sont faites en Afrique. L'âge de l'information, c'est souvent celui qu'on associe au XXe siècle. Donc, comme on peut le voir rapidement sur cette infographie, des grands milestones avec l'imprimerie au XVIe siècle, le fait de pouvoir enregistrer fin 19e, et puis ça s'accélère au 20e. Donc avec l'image, ça passe au travers du cinéma, avec la radio, la télévision, Internet au milieu des années 90 et la téléphonie mobile au début des années 2000. Ce qui va être intéressant de voir, c'est que finalement cet âge de l'information dans lequel on était est en train de se transformer petit à petit par la technologie, et on va arriver vers ce qu'on appelle plus l'ère du contenu. Mais ça, on va y arriver avant. On va y arriver un peu plus tard. Ce qui va nous intéresser par rapport à l'information, c'est la force qu'ont pris les médias. Les médias, qu'on appelle souvent le quatrième pouvoir, sont actuellement mis à mal. On peut le voir notamment aux États-Unis, qui à la base sont quand même un pays où les médias sont très puissants et aujourd'hui sont fortement remis en cause. Ça, on peut le comprendre pour différentes raisons. Premièrement, c'est une question de disruption du modèle économique des médias aujourd'hui, qui n'arrivent plus à s'en sortir du fait des nouveaux formats et des choses qui sont en train de changer. Et ça a amené une fissure, donc au niveau des médias traditionnels, avec l'émergence à la fois de problématiques, aujourd'hui on en entend beaucoup parler, ce qu'on appelle les fake news, et aussi la propagande 2.0 qui est fait du fait des robots. Sans rentrer dans les détails, ce qu'on a envie de dire ici, c'est qu'en fait aujourd'hui technologiquement, il est possible d'avoir une part de voix qui est très importante, alors qu'on n'a pas forcément une grande pertinence. Donc par exemple, si on parle de sites comme Russia Today, on sait très bien que c'est des sites qui sont un peu complotistes, qui amènent un certain nombre d'informations, et ils utilisent un certain nombre de technologies pour diffuser au maximum et rentrer même se mixer, on va dire, avec des informations plus traditionnelles. Et donc c'est devenu très compliqué, très difficile pour les gens de comprendre ce qui se dit, de ce qui ne se dit pas, et même de faire confiance aux médias plus traditionnels. En contrepartie, il y a des choses qui se développent. Les civic médias, ça en fait partie. Ça va être l'objet justement d'expliciter ça. Civic médias, ça va être le fait de mettre la transparence au centre, à la fois en termes de traitement de l'information, comme de son explicitation. Et la partie crowdsourcing, c'est le fait de récupérer des informations d'un plus grand nombre pour pouvoir justement comprendre tout cela. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être une seconde disruption, la disruption du format. Puisque, comme on l'a dit, l'information, elle a évolué dans le temps. La manière dont c'était diffusé, dont c'était compris, finalement, c'était du texte, c'est devenu de la vidéo. La vidéo et du texte, c'est des choses qu'on connaît. Pour les gens qui sont un peu plus jeunes, qui sont familiers avec les nouveaux réseaux sociaux, il y a un ensemble de nouveaux médias, de médiums, plutôt de contenus, de formats, qui sont en train d'exploser, notamment grâce à l'utilisation des smartphones et autres types technologiques. Et ça, c'est des choses qui ont vraiment impacté pour passer finalement de cet âge de l'information à une ère où le contenu est roi. Et donc c'est avec un ensemble d'évolutions technologiques que cela s'est fait. Je vais vous montrer très rapidement une petite courbe chronologique de l'évolution de la découverte des contenus, où on voit qu'il y a une très forte accélération au niveau notamment applicatif à partir de l'année 75. Donc il y a différents types de contenus, plus hardware, donc, le câble, VCR, satellite. Ensuite, on commence à arriver à ce qu'on appelle l'indexation. Donc les moteurs de recherche, c'est qu'on les connaît aujourd'hui. D'abord Yahoo et Google. Et ensuite, il y a eu des nouveaux supports qu'on a cru qui étaient révolutionnaires et qui finalement, 15 ans après leur existence, enfin 15 ans après leur commercialisation, ils paraissent dépassés. Je pense notamment aux DVD. Donc c'est finalement les DVD, je pense que c'est quelque chose qui est très caractéristique de notre génération. Les enfants qui sont amenés à naître à partir de 2020, pour eux, ce sera un point de détail. Ce qui est intéressant, c'est surtout l'accélération avec le champ applicatif. Donc la découverte de contenu ne passe plus seulement par une révolution du hardware, comme ça se faisait finalement plus ou moins jusqu'à DVR, DVD. Maintenant, ça se fait essentiellement au travers de l'applicatif. Donc le champ applicatif et les évolutions technologiques, elles permettent aujourd'hui de développer des nouveaux types de formats. Et ces nouveaux types de formats, ça peut être à la fois fait pour
un besoin de l'entertainment, voilà, donc de simplement plaisir, de la vidéo pour être dans une compréhension culturelle, mais aussi par rapport à l'information, et c'est ça ce qui nous intéresse nous ici, notamment dans le cadre de Minbar, c'est de se dire aujourd'hui, notamment dans l'ère où on vit avec toutes les problématiques en rapport par exemple du terrorisme, d'un certain nombre de contenus qui sont diffusés, quel est le type de réponse qu'on peut apporter de manière structurelle, constructive, et pas juste en étant dans une logique de censure. Et donc, ça nous amène à une question. Aujourd'hui, il y a eu un développement de la technologie qui a impacté la manière dont les contenus et l'information sont structurés. La question qu'on a envie de se poser, c'est est-il possible que les évolutions technologiques impactent conséquemment l'engagement civique et la classe politique? C'est une question qui peut paraître un peu exploratoire, se dire est-ce que c'est vraiment possible que ça se fasse? C'est un peu fait. Si jamais on voit sur cette photo, on voit la disruption qu'il y a eu durant les 12 derniers mois. À gauche, avec Theresa May, c'est le Brexit. À droite, c'est Trump. Au milieu, c'est Macron. Derrière eux, là pour le coup c'est deux logos, mais l'idée c'est d'illustrer. Il y a une entreprise qui s'appelle Cambridge Analytica, qui est très connue dans le milieu de la data science et qui fait du profiling très poussé pour justement permettre aux différents agents politiques de mieux adresser leur audience et d'avoir de meilleurs scores simplement aux élections. L'idée n'est pas de dire que c'est grâce à eux qu'ils ont gagné, mais aujourd'hui tout le monde sait que c'est un élément totalement déterminant et que c'est amené à le devenir de plus en plus. Donc VisiBrain, c'est une boîte que je connais très bien, c'est des Parisiens, qui eux font de l'analyse des réseaux sociaux, notamment des flux Twitter, et qui ont beaucoup aidé Emmanuel Macron et En Marche à se positionner sur leur offre politique et notamment réagir au temps court. Donc là, on est en train de voir finalement que, on va dire, les partis politiques, les agissants se saisissent déjà aujourd'hui des technologies en passant par des prestataires. L'idée pour nous, en tant que parti civil, en tant que personne civique, de faire évoluer cela et d'amener une connaissance au plus grand nombre. Et donc ça se passe pas forcément par l'argent, mais par la connaissance, et c'est pour ça que les civic médias sont nécessaires. Ce qui est intéressant aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est une très bonne transition par rapport aux civic médias, c'est de vous parler du cas d'En Marche. Donc En Marche, vous avez dû en entendre parler, ça a été créé en 2016 comme un modèle pure web, c'est-à-dire que c'était pas un parti politique, il fallait simplement s'inscrire son email en disant bon ça va, on en fait partie. Et c'est basé sur le don. Les gens n'avaient pas à payer. Et donc ils ont commencé par une newsletter hebdo assez classique. Ensuite ils sont passés à du quotidien à partir du moment où la campagne s'est emballée. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déployé des stratégies de porte-à-porte avec une boîte civic tech qui s'appelle Liéger Muller-Ponce, qui a d'ailleurs déjà travaillé avec François Hollande et qui s'était inspiré des techniques qu'avait déployé Obama en 2008 pour sa victoire, et bien sûr VisiBrain, qui est plus un logiciel d'écoute. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a pas moins de 5 jours, le 8 juillet, c'était le premier gros congrès de La République En Marche, qui est un nouveau parti après En Marche. Et l'élément le plus fort qui est ressorti, c'est qu'ils veulent se constituer comme un média. Ils vont engager 15 journalistes et ils veulent créer leur propre média, leur civic média, pour justement défendre le projet de leur président et de leur majorité. Donc on est en train de voir qu'aujourd'hui, des choses qui, au départ, quand on en parle, peuvent paraître assez éloignées, sont actuellement ancrées dans la réalité politique de pays qui sont proches du Maroc, mais plus généralement dans la réalité politique mondiale. C'est des choses qui sont en transition, et donc pour nous, il est nécessaire d'amener une certaine compréhension, une certaine démocratisation au rapport de ces sujets. Et donc, sans plus tarder, on va rentrer un peu dans le cœur. Qu'est-ce que la civic tech? La civic tech, au sens large, d'après GovTech, qui est une ressource que je vous recommande très fortement, c'est une technologie qui permet une meilleure participation dans le gouvernement, ou qui permet d'aider le gouvernement à délivrer aux citoyens des services en renforçant les liens avec les administrés. Ça peut paraître assez large, c'est louable comme objectif. Il y a un petit mapping qu'on a ajouté pour un peu mieux comprendre cela. On comprend que la civic tech, finalement, ça va être à l'intersection de beaucoup de choses. Ça va être en rapport, bien sûr, de la donnée gouvernementale, où les gens vont essayer de capitaliser sur cela pour amener une certaine valeur. Ça va être aussi en rapport de l'aspect collaboratif, même de la consommation. On peut simplement penser aux associations de consommateurs, ce sont des civic tech, mais des civic low tech, avant l'heure. On va penser aussi au crowdfunding, qui est le fait de financer des projets de manière distribuée. On va passer naturellement au social network, donc les différents types de réseaux sociaux qui permettent de faire des choses, et au fait de s'organiser. Comment organiser la vie civique
aujourd'hui via différents types d'actions, des applications, des technologies, pour arriver à des actions concrètes. Et donc on a pu le voir dans un contexte même très récent au Maroc, que les réseaux sociaux pouvaient permettre de se rassembler de manière très pertinente. En ce qui concerne les civic médias, là, c'est assez large. Il s'agit de l'utilisation de tout média favorisant ou améliorant l'engagement civique. Pour le coup, je pense que les différentes personnes de cette belle audience ont un engagement civique d'une manière ou d'une autre, et donc c'est des choses qui doivent leur parler. Avoir un média qui permet de faire cela, c'est intéressant. Nous, on s'est dit que faire une réflexion, ou faire plutôt de Minbad une expérience qui serait à l'intersection du civic tech et de la civic média, sachant qu'on reprendrait que certains éléments de chacun, on ne peut pas être totalement inclusif et prendre l'ensemble de ces concepts. On s'est concentré sur les services civiques, sur l'open data, sur l'engagement civique et sur le data journalisme. Et pour justement promouvoir quelque chose qui nous paraît totalement essentiel, à savoir la transparence. Parce qu'aujourd'hui, la compréhension, l'éducation dans le monde dans lequel on vit, dans lequel nos enfants vont vivre, est particulièrement complexe. Et il est essentiel de développer la toolbox, qui soit une boîte à outils évolutive, qui permette aujourd'hui d'adresser les problèmes qui sont globaux, qui sont mondiaux, et qui sont surtout d'une belle complexité. Et donc, Minbad, pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est alimenter le débat, accompagner l'action, promouvoir la transparence, accepter de se tromper. Donc, mea culpa d'avance, hein, si on a dit des bêtises, ça arrive, et on risque d'en dire plein. Et bien sûr, s'inscrire dans le temps long. Parce que pour nous, il ne s'agit pas juste de venir là et de faire un événement, un élément, c'est vraiment de commencer à penser comment on peut s'inscrire pour avoir des résultats concrets en 2030. On n'a pas honte de le dire. On sait très bien que aujourd'hui, on peut voir qu'il y a une foule un peu éparse, mais l'idée pour nous, c'est d'exister au-delà de simples liens, de la connaissance du 1-1, et de partir et de rentrer dans le réseau de la connaissance et le réseau des agissants. Plusieurs personnes veulent se saisir des problématiques. Nous, une plateforme comme Minbad, elle a pour but d'agréger un certain nombre de choses, des connaissances, des compétences, et surtout de diffuser un savoir. Et donc, vous dire ce que serait Minbad, ce que pourrait être Minbad, pour vous, pour nous, ce serait simplement partant sur des sujets pratiques. L'open data, qu'est-ce que c'est? L'open data, vous savez certainement que le Maroc est doté d'une autorité qui s'appelle le Haut Commissariat au Plan, qui est très intéressant. D'ailleurs, c'est un des plateformes les plus avancées qu'on ait en Afrique, bien qu'elle soit pas très pratique à l'utilisation. Mais il y a plusieurs index qui permettent de récupérer des données de là, notamment la Banque mondiale, le BNUD, l'ONU, etc. Minbad, par exemple, ça pourrait être une plateforme qui permette de réindexer ces données-là. Donc nous, on a des capacités, moi dans la data, Samir par exemple aussi, mais plusieurs amis qui sont autour de cette association, qui peuvent retraiter ces informations-là qui aujourd'hui sont publiques et les donner par exemple accessibles via une API pour que les gens puissent construire un certain nombre de contenus. Indexer les sources académiques libres de contenu. Aujourd'hui, il est assez dommage de se dire que quand on veut rechercher une photo par exemple sur Marrakech, une photo du début du XXe siècle, les gens ils vont partir, ils vont chercher, ils vont aller chez un antiquaire, etc. Si vous partez sur la bibliothèque du Congrès américain et que vous tapez Marrakech 1904, vous allez avoir 44 photos. Ça c'est un exemple que je donne au hasard, il y en a peut-être 42. Mais en gros, c'est assez important de pouvoir expliciter aux gens qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place. Nous, notre rôle serait peut-être de le réarranger, de le réindexer, pour que les gens puissent avoir une plateforme de laquelle ils puissent partir, voguer, mieux comprendre leur identité marocaine, mais aussi d'autres choses en rapport avec l'Afrique. Sur les services civiques, il y a des choses intéressantes à faire. Par exemple, ici je vois beaucoup de gens qui sont issus du tissu associatif marrakchi et marocain. Je pense qu'aujourd'hui on manque d'une indexation à la maille régionale, où on puisse comprendre aujourd'hui quelles sont les associations qui sont actives et qu'est-ce qu'elles font. Ça, typiquement, ça peut être aussi l'objet de ce que souhaite faire Minbad. Donc voilà, que ce soit dans les objets culturels ou dans les droits civiques. Ça n'a pas obligatoirement pour but d'être politique. Pour nous, ça a pour but d'être en rapport de la réalité des gens. Et aussi, par exemple, géocoder les circonscriptions électorales pour que les citoyens puissent connaître leurs différents élus en entrant simplement leur adresse. Ça, c'est typiquement le type d'initiative qui est faite aux États-Unis. La plupart des gens, on sait par exemple que le taux de participation aux élections au Maroc, il est autour de 40%. Donc déjà, je pense que s'il est autour de cela, c'est que le nombre d'inscrits n'est pas énorme. Les gens ne connaissent pas forcément leurs députés, ne connaissent pas leur maire, ne connaissent pas les gens qui les représentent. Je pense que ça peut être intéressant, par exemple, pour nous,
de faire un travail de mapping qui permette à tout un chacun qui entre son adresse de lui dire en fait le maire de ta commune c'est un tel, voilà la liste des gens, voilà ton député, voilà ton sénateur, etc. Et donc bien sûr donner aussi la possibilité de directement envoyer un email ou de s'adresser à ces gens-là. Le data journalisme, ça c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque je travaille autour de ce domaine-là depuis 3-4 ans. Et d'ailleurs, Samir va nous faire une présentation qui s'apparente à du data journalisme puisque c'est capitalisé sur des données qui sont publiques pour en faire une application qui explicite finalement un certain nombre de sujets. Ça sera très intéressant. Mais plus généralement, le data journalisme, c'est quoi? C'est utiliser des données brutes pour illustrer l'information, expliciter des phénomènes complexes et puis surtout laisser à chacun le loisir de rentrer à une maille plus ou moins fine. Parce que quand on restitue l'ensemble des données, qu'on permet d'avoir des outils, on peut finalement directement communiquer et interroger ces bases de données-là pour avoir une meilleure compréhension des sujets. Et donc, pour conclure, la Civic Tech en Afrique, c'est une vraie opportunité à saisir. Et je pense qu'aujourd'hui, on reproche beaucoup, par exemple, aux pays africains d'être mal structurés, d'avoir très peu d'institutions, etc. Mais tout cela, ça se base sur un modèle qui est ancien, qui est le modèle de l'État-nation, ça on pourra débattre sur ça, mais qui peut-être un peu vieux, qui montre ses limites, notamment dans les démocraties actuelles. Et donc le fait de se dire que via certains outils technologiques, via certains nouveaux concepts, il est possible, non pas de faire un shortcut, parce que je ne crois pas au concept des raccourcis, mais de réfléchir à une nouvelle manière de constituer la politique, de comprendre les institutions, de responsabiliser à la fois les élus et la société civile, c'est possible de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Afrique, c'est déjà un peu le cas. Par exemple, il y a Hackers Africa, qui est une communauté qui regroupe plus de 1500 journalistes africains qui aujourd'hui sont en train de faire un travail de terrain, notamment sur les sujets relatifs à la corruption, les sujets relatifs à l'eau, puisqu'on est dans le musée de l'eau, c'est assez intéressant de reprendre cet exemple-là. Il y a même la France qui s'est saisie de ça. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Etalab sur différents sujets, notamment sur leur nouvelle plateforme d'open data, et ils ont fait, il y a de cela un an, un concours de hack francophonie dans laquelle l'Afrique était très bien représentée. C'était très intéressant. Il y a Democracy for Utility. Il y a par exemple des pays comme l'Ouganda qui sont totalement saisis de ce sujet-là parce qu'ils avaient un ministre de l'économie numérique issu de Google qui a mis en place 7 ou 8 plateformes de Civic Tech et aujourd'hui ça fonctionne très bien. Ils sont en train de récupérer des données très intéressantes. Et Civic Hub, qui est une nouvelle plateforme nigériane qui a pour but justement de former les leaders de la Civic Tech et des Civic Media de demain. Donc là, je donne des exemples qui sont en rapport de l'Afrique, mais il faut savoir que c'est un sujet qui est très poignant. Par exemple, le MIT, il a créé le MIT Civic Media Lab en 2012, si je me souviens bien. Et ils ont mis des moyens assez colossaux. Et aujourd'hui, plusieurs universités en France, en Europe, partout, s'intéressent justement sur ces nouveaux concepts et sur ces nouveaux médias. Et pour nous, aujourd'hui, il est nécessaire de se dire qu'au Maroc, en Afrique, il est possible de faire quelque chose. Et donc, Minbat, si vous l'avez compris, souhaite s'inscrire dans cette dynamique-là. Et donc, pour continuer, on va parler bien sûr des sujets qui sont concrets, mais avant cela, moi je suis preneur de questions, si vous en avez sur ce sujet, sur la Civic Tech et sur la Civic Media. Merci beaucoup. Je voulais d'abord vous féliciter, c'est vraiment du fond du cœur, c'est pas par politesse, pour la clarté de votre exposé et pour la façon extrêmement intéressante dont vous parlez de toutes ces choses qui sont des questions d'avenir. Moi, effectivement, je suis de notre génération, mais je m'intéresse beaucoup à ce que vous faites et je fais aussi partie du monde associatif. Et je crois qu'effectivement, nous sommes en train de changer d'époque grâce à vous. Hein, et dans le domaine politique, par exemple, on dit aujourd'hui que c'est plus les électeurs qui choisissent les candidats, mais c'est les candidats qui choisissent leurs électeurs par rapport justement aux méthodes dont vous avez parlé. Donc c'est un changement complet de façon de procéder, de façon de voir les choses, et c'est une révolution culturelle à laquelle il faut effectivement qu'on s'adapte si on veut rester dans ce domaine. Je vous remercie aussi de choisir
la transparence, parce qu'effectivement, on voit très bien que dans ce domaine, il y a deux façons d'envisager les choses. Soit, effectivement, la mauvaise façon, qui est celle d'aller créer des fausses nouvelles et d'essayer de manipuler. Une manipulation est très très importante. Et puis, il y a aussi l'autre façon de voir les choses, qui est de dire il faut donner aux citoyens la possibilité d'agir à partir d'informations fiables, et ça, c'est une grande richesse. Donc, ma question, c'est, voilà, est-ce qu'il est possible de rentrer en contact avec vous d'une certaine façon? Est-ce que c'est par rapport, est-ce que c'est le web? Est-ce que c'est quelque chose de peut-être plus actuel que le web? Moi, je suis encore un peu attaché aux emails, à un certain nombre de choses comme ça, qui n'existent peut-être plus. Ah, ils ne sont pas encore dépassés. Hein, donc, donc voilà, c'était ça ma question. Merci. Merci beaucoup. Bien entendu, hein, on est là pour ça. Hein, c'est pour ça que aujourd'hui, d'ailleurs, je tiens à féliciter Céline Boulali, tant que j'en ai l'occasion, qui est en train de filmer d'ailleurs notre intervention. Nous, le but, c'est de propager ce contenu. Donc, on a une stratégie qui est bien sûr très web, où on met du contenu, on l'explicite, on l'indexe, etc. Mais le but aussi de faire ce type d'intervention, c'est de rencontrer les gens et de pouvoir justement créer ce lien et discuter ensemble, voir comment nous, par exemple, dans votre activité associative, il est possible de vous aider, ou en vous aiguillant par rapport à des associations qui sont dans les mêmes situations que vous, qui ont fait des choses parce qu'on aura une connaissance, par exemple, de ces problématiques-là, ou plus humblement, le fait de construire ensemble des solutions et de réfléchir aux implications que peuvent avoir les problématiques aujourd'hui que vous souhaitez adresser. Et donc, je serais très content d'échanger avec vous plus tard lors du petit cocktail avec l'ensemble des intervenants et j'espère l'ensemble de la salle, puisque nous, on est dans une logique très horizontale, très distribuée. Il n'y a pas de je sais mieux qu'un autre. Donc, l'idée, c'est vraiment d'échanger et de commencer à adresser ces problématiques-là, je pense, avec le recul nécessaire, parce que c'est vraiment complexe. Donc, je pense qu'on est à une époque où on est dans l'ère de la fin des évidences. Il n'y a plus rien qui est évident. Donc, faut se remettre en question. Et aujourd'hui, la méthodologie qui nous paraît être la plus constructive, en effet, c'est celle de la transparence et celle de la construction, à la fois du contenu et de la réflexion. Est-ce qu'il y a un site web pour venir voir? Alors, l'application qui va vous être montrée tout à l'heure va être en fait l'application de site web, mais en effet, le site web est en construction puisqu'on souhaite faire un projet open source. Donc, pour dire ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'on veut construire quelque chose qui soit spécifique à notre problématique, mais qui puisse être réutilisé par notamment d'autres pays africains ou d'autres associations qui souhaitent poursuivre le même but. Donc ça prend un peu plus de temps, parce qu'il faut faire des choses un peu calées, bien codifiées, etc. Mais bien sûr, un site va arriver, on l'espère très bientôt. Beaucoup d'espoir. Je trouve que ça vient à un moment vraiment critique et vraiment, vous êtes une lumière pour notre futur Maroc. Et je vous remercie de vos efforts et d'être venu un petit peu apporter un très bon complément à cette société qui est, disons, au début d'un développement qu'on espère sera très profitable et très porteur, ce qui est en tout cas, à mon sens, certain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme question, il y aura des questions, mais disons que je rejoins un peu ces idées qu'il faut aller dans la simplicité, mais je crois que vous l'avez compris, parce que plus c'est simple, plus c'est accessible et disons, porteur pour un plus grand nombre. Sinon, on va continuer le contact. Merci beaucoup. Merci. Bravo pour cette initiative, Osman. Tu as levé, et toute l'équipe, bien sûr, tu as levé la problématique du fake news, de l'épidémie. Comment vous voyez ce tech, civic tech web, comme marche recouvert de fou contre ces fake news, parce que des moteurs ou des robots qui basés surtout sur les mots-clés peut être bien victime de propager ces fake news au lieu de distiller. Comment vous voyez que c'est possible? Et je veux juste, pas que j'ai des choses contre la technologie, bien sûr, mais
faut se méfier d'avoir une vision linéaire que la technologie peut résoudre le problème de cet ordre. Donc j'aimerais bien voir votre idée, comment est-ce que, au lieu d'être un pare-choc contre fake news, ça ne va pas propager des fake news. Et je trouve très intéressant que tu as choisi le Russia Today et pas Sky News, qui étaient les pionniers, et qui sont antipodes. Donc là, c'est la leçon. C'est vrai. Merci. Bravo encore pour toute l'équipe. J'ai rien contre la technologie. Mais ce que tu dis est très pertinent parce qu'aujourd'hui, le problème des fake news, il est adressé par l'ensemble des grands acteurs technologiques, que ce soit Google et Facebook. Ils ont fait plusieurs annonces durant les dernières semaines. Je connais une des personnes de l'équipe de recherche qui est basée à Paris, qui travaille sur ces questions-là. Et c'est vrai que technologiquement, c'est très très difficile d'y répondre. Et donc, les civic médias, eux, ils s'inscrivent davantage dans une logique de transparence où les gens disent qui ils sont, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils font. Et donc, c'est en fait en s'inscrivant dans des plateformes de contenu froid et non pas du contenu chaud. Parce que les fake news, le problème, c'est que ça part un peu comme partir une dépêche AFP de World News ou des choses comme ça. Et en fait, ça donne l'impression qu'on est en train de raconter quelque chose d'actuel et de vrai. Ce qu'on pense qu'il faut faire justement, nous, de ce point de vue-là, en rapport des sites médias, c'est de prendre davantage le temps de traiter l'information, et que c'est pas parce qu'aujourd'hui Twitter permet d'être dans l'immédiateté, de tweeter à la seconde, etc., qu'il est nécessaire de prendre cette information comme étant pertinente. Hein. Donc c'est prendre un peu de recul, et je pense que les civic médias vont davantage impliquer une éducation, une pédagogie sur ce que c'est que l'information et la prise de recul, plus qu'une solution technologique, on va dire, attention, on va avoir le bon filtre et j'aurai que des informations pertinentes. Parce qu'on ne pense pas qu'il y aura que des informations pertinentes. Au contraire, les robots sont de plus en plus forts, ils sont de plus en plus ils sont de mieux en mieux construits, et donc on va continuer finalement dans cette forme d'escalade et de course à l'armement de l'information. Et je pense que ça s'arrêtera pas de sitôt. Et donc aujourd'hui, il est juste nécessaire que les gens prennent le recul et comprennent quels sont les différents types de plateformes qu'ils doivent consulter pour avoir un avis qui soit beaucoup plus, on va dire, plus consistant. Bonjour, d'abord je vais essayer d'être brève. Ensuite, je tiens à vous exprimer ma fierté d'avoir des jeunes de votre calibre. Je suis vraiment épatée, je suis fière que vous soyez marocain et que vous soyez si haut placé et que vous ayez cette ample connaissance. Vraiment, je me sens bien de vous voir et je me sens bien d'avoir des jeunes qui peuvent parler et qui ont des places qui sont stratégiques, qui sont très touchantes. Bon, donc c'est pas vraiment une question. Alors, ce qui m'intéresserait moi, est-ce que vous avez une vision, bien une perspective pour travailler avec les associations et avec les écoles? Alors, parce que il y a des associations qui sont sérieuses, qui sont dans l'engagement civique. Qu'est-ce que vous comptez leur apporter? Est-ce que vous avez une perspective pour apprendre à apprendre? Par exemple, vous avez parlé de l'information. Effectivement, il est difficile de traiter l'information. Nous avons par exemple des associations qui travaillent sur la violence. Alors rien que le fait de traiter ou bien de recueillir l'information, rien que sur Marrakech, et comment et quelles sont les différentes formes de la violence. Je donne qu'un exemple ici. Alors, est-ce que vous avez un programme pour travailler avec certaines associations et avec les écoles aussi? Parce qu'il y a des jeunes qui ont besoin d'apprendre pour être des citoyens et pour apprendre dans cette perspective de l'avenir, celle de l'informatique, où tout ce qui est maintenant sera vraiment dépassé. Merci. Merci pour cette question. Alors, à proprement dit, malheureusement, nous n'avons pas de programme, puisque notre think tank est assez jeune, il y a plusieurs chantiers, mais le chantier dont vous parlez, je pense, est très intéressant. Mais bon, à ma connaissance, sans vouloir faire de prosélytisme, je pense que l'association que crée le Hajjadikum Abnauna, elle a aussi cette vocation-là, donc en rapport justement des aspects civiques, de la compréhension, donc d'avoir des centres un peu parascolaires qui permettent d'accompagner les jeunes sur des questions éducatives de manière un peu différenciante. Ensuite, plus généralement, en effet, aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises de ce qu'on appelle l'EdTech, donc l'Education Tech, qui sont en train de se propager, où il y a des résultats qui sont très intéressants, notamment en Afrique, et avec grand plaisir, on pourra en échanger plus tard.
peut-être pour donner des liens, des expériences, des retours d'expériences qui ont été faites ailleurs, qui peuvent vous aider en attendant à ce que nous-mêmes, on puisse développer ou une connaissance ou un réseau, ou en tout cas en attendant de créer l'indexation qu'on souhaite faire sur le site, sachant que la question de l'éducation pour nous est centrale au sein de l'IPAL, et c'est une des choses qu'on souhaite adresser très rapidement. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier round de questions, et sans plus tarder, je vais introduire Halima Mrafti, qui est urbaniste, et qui va parler justement de la réappropriation du patrimoine au sein des villes sur les questions civiques. Merci beaucoup.